HPV, herpès et autres maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi l'aromathérapie va vraiment vous en protéger? Et c'est pas du luxe. On va parler de ça aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je repropose ce sujet régulièrement. À chaque fois que je me dis, maintenant, ça suffit, quand ça fait plusieurs personnes qui me contactent en me disant, je sens ça, j'ai un peu de ça. Elle se méfie pas, mais ça passe pas. Elle se demande d'où ça vient. Et je teste et je découvre qu'il y a en général un HPV. Il est déjà arrivé que ce soit plus que ça. Mais un HPV en soi, déjà, c'est pas marrant. Euh, Même si normalement ça se résout tout seul. Plus on est jeune, moins ça se résout tout seul. Surtout si on subit des stress qui font chuter l'immunité, hein. J'en ai encore eu une il n'y a pas longtemps qui a eu tellement peur qu'elle s'est fait faire une hystérectomie. Mm. Bon, heureusement, je me suis occupée d'elle, donc ça n'a pas été trop, il n'y a pas eu trop de dégâts, mais faire une hystérectomie quand on n'est pas encore ménopausé, ça, ça impose toujours beaucoup de choses et ça a beaucoup de conséquences. Enfin bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là et c'est important du coup de développer le maximum d'autonomie dans nos moyens d'identification et bon, possiblement de traitement pour pouvoir agir le plus vite possible. Parce que je pense à celle qui a eu son hystérectomie, elle avait déjà été consulter quelqu'un 6 mois auparavant en se plaignant de symptômes et ça n'avait jamais été pris au sérieux. Si ça avait été considéré à ce moment-là, elle n'aurait pas été jusqu'à l'hystérectomie. Ok. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'en fait, une personne sur deux avant l'âge de 25 ans va contracter une forme de MST. Bon, c'est assez classique, hein. Mais ça fait quand même beaucoup et on n'en parle pas nécessairement. Et c'est pas parce qu'on a eu ça petit, enfin étant jeune, hein, qu'il ne va plus rien nous arriver étant vieille. Et on n'est pas forcé d'avoir une vie sexuelle débridée pour qu'il nous arrive quelque chose. C'est vrai que c'est un sujet honteux, on ne s'en préoccupe pas trop. Et il y a une enquête récente quand même qui a montré que environ 12% seulement des femmes avaient subi un dépistage des infections sexuellement transmissibles au cours de la dernière année, là. C'est quand même pas beaucoup, surtout après un certain âge, on s'en soucie pas. Bon, en même temps, il y a des choses que j'enseigne qui font qu'on n'a plus besoin de le faire, mais vous n'êtes pas tellement nombreuses à connaître mon approche par rapport à ça encore, et euh, il faut que, il faut que vous connaissiez vos options quand même. Alors, c'est vrai que, bon, même si c'est surtout les moins de 25 ans qui sont concernés, les adultes le sont aussi. Et dans beaucoup de cas, bah, je me rends compte que non, personne ne sait. En dehors de l'HPV dont tout le monde parle parce que ça fait l'objet d'un vaccin, et donc un produit exploité par le marketing et l'industrie pharmaceutique, les autres infections, ça reste dans l'ombre. Donc il vaut mieux faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel de ce que ça signifie. Bon, il y a la vaginite bactérienne. C'est une MST. C'est hyper contagieux. Et le truc, surtout, ce qu'il y a, c'est que ça peut être transmis aux personnes avec lesquelles vous partagez une maison, par exemple, ou un appartement, parce que quelqu'un qui partage votre machine à laver, hein, parce que des sous-vêtements contaminés peuvent contaminer les autres. Et si vous n'avez pas de sèche-linge qui va vraiment assainir le linge, justement, il y a des grandes chances pour que ça se contamine. Ça peut même contaminer les serviettes de toilette, ça peut contaminer du linge que vous allez utiliser pour vous sécher et que vous pourrez même porter et qui va vous recontaminer. Il y a tout un ensemble de choses comme ça qu'on ignore. Donc oui, ça c'est vraiment très fréquent et c'est pareil avec le HPV, papillomavirus humain.
Euh, on ne se doute pas à quel point cette cochonnerie-là, c'est contaminant. Moi, j'ai eu un père de famille il y a quelques années qui s'est retrouvé avec un cancer du gland. Euh, Parce que HPV, évidemment, chez les hommes, on s'en occupe pas beaucoup. HPV non diagnostiqué, non traité et qui a dégénéré en cellules cancéreuses. Là, ça fait très peur à un homme, ça. Et évidemment, entre-temps, il a eu le temps de contaminer sa compagne et ses enfants. Il y a aussi l'herpès, mais de toute façon, bon, le HPV, c'est une forme d'herpès, hein. Euh, c'est la même famille, hein, c'est juste pas la même bête complètement. Mais c'est clair que l'herpès génital, hein, ça n'a rien de drôle. Et l'ennui aussi, c'est que il y en a qui sont prédisposés à ce que ça réapparaisse régulièrement. Bon, là, à ce moment-là, il y a des prédispositions qui sont toujours intéressantes d'identifier et de traiter. Si on ne peut pas juste se pencher sur l'herpès en soi sans aller bosser sur les prédispositions derrière. Il y a aussi le chlamydia, donc c'est la gonorrhée. Et ça, j'en ai vu aussi pas mal ces derniers temps. Évidemment, personne ne va le crier sur les toits. Personne ne va dire, ah tiens, au fait, j'ai une gonorrhée avec qui j'ai pu fricoter ces derniers temps, qui aurait pu me la refiler ou à qui j'ai pu la refiler, etc. En général, on fait profil bas. Et c'est pareil avec le trichomonas. Donc, c'est pas facile de remonter la source et d'aller traiter ça et même de reconnaître qu'on en a d'ailleurs. Bon, moi, je les identifie parce que je sais les identifier, mais pour les identifier, il faut encore demander une recherche en particulier à un gynéco. Un gynéco, il va juste aller regarder avec un frottis si vous n'avez pas des cellules anormales. Et puis, s'il en trouve une, il va aller regarder dans ce qui est classiquement trouvable, pas forcément dans toute la panoplie des MST. Ok. Et parmi ça, il y a la fameuse vaginite bactérienne. Donc, n'importe qui peut la développer, mais surtout la transmettre. Donc, c'est pas archi grave, c'est pas mortel. Mais alors, sachez un truc, c'est que, en fait, une MST appelle l'autre. C'est que plus vous avez de faiblesse à ce niveau-là, plus vous êtes prédisposé à en développer, à ce que ça se développe chez vous. C'est fou, je veux dire, plus vous avez de cochonneries, non plus d'ailleurs, plus vous avez de candidats albicans, plus vous avez de candidose donc chronique, plus vous avez de chances de développer la vaginite bactérienne, le HPV et toutes les autres. Donc, n'importe quelle femme peut contracter une vaginite bactérienne et c'est la porte ouverte à toutes les autres MST. Et on la reconnaît surtout à des pertes malodorantes, à des démangeaisons, à de la brûlure, une forme de brûlure, à de l'irritation, à de la pénétration douloureuse, donc des pertes qui ont un volume et des odeurs quand même variables, à de la fatigue, à une baisse d'énergie, une baisse d'immunité, du mal de tête, des changements d'humeur et une glycémie variable. Donc ça impacte tout le reste. Donc c'est des variables dans le taux de sang dans le sang, le taux de sucre dans le sang. Et donc, évidemment, de l'irritabilité, mais il y a aussi de l'indigestion, du coup, qui en découle, une forme de diarrhée, hein. Ça, c'est parce qu'il y a de la candidose, du coup, qui vient s'installer, hein, de la constipation. Donc, plein de démangeaisons qui peuvent être rectales, pas que vaginales. Il y a aussi le surpoids, il y a les allergies, il y a la dépression chronique, il y a les ulcères, les infections urinaires. Donc, il y a the list, hein, ok? Vous pouvez avoir, par exemple, de la dépression chronique qui est chronique parce que vous avez de la vaginite derrière, ok? Vous pouvez avoir des problèmes de poids qui ne se résolvent pas parce que vous avez ça derrière, ok? Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, d'accord? Le HPV. Alors ça, évidemment, on en a bien parlé parce que
On a fait une belle pub pour convaincre les mères de faire vacciner leurs filles. Donc, outre les risques du vaccin en question, il y a qu'il ne protège qu'un nombre très limité de souches virales et qu'à moins d'utiliser un préservatif, aucune réelle protection n'existe. C'est vrai qu'il y a tellement de souches de HPV. D'ailleurs, je serais curieuse de voir à long terme ce qui se passe chez les gamins qui ont été vaccinés parce que euh, est-ce que cette vaccination va les protéger quand les filles en question auront plus de 50 ans et que bon, bah, toute leur vie, elles se seront senties à l'abri à cause de ça. Elles se seront pas fait dépister, elles auront peut-être pas la même conscience que c'est un risque dans leur vie. Et est-ce que justement c'est quelque chose pour lequel elles seront immunisées aussi tard dans la vie? Je me pose vraiment la question. Moi, j'ai régulièrement donc des femmes qui viennent me demander de l'aide parce on les a déjà conisées. Et malgré tout, l'infection repart. La conisation, c'est la procédure chirurgicale qui enlève un morceau du col de l'utérus pour enlever justement les lésions. Mais il y a un certain niveau, je veux dire, il y a différents grades dans les lésions qui font que, en fonction du grade, on va cautériser, coniser ou aller jusqu'à l'ablation totale de l'utérus. Et donc, les mutilations de col, ça ne sert pas forcément à grand-chose parce que ils ont beau enlever tout, les virus, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et surtout, il n'y a rien qui est fait en termes de traiter l'origine du problème. Il n'y a pas que le contact, hein. C'est ça le problème de la médecine d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez, hein. Donc, on va voir un peu plus loin d'ailleurs que les huiles essentielles sont quand même très efficaces contre ce type de virus. Et il faut savoir que les chercheurs estiment qu'au moins 80% des personnes sexuellement actives seront infectées par un HPV au cours de leur vie, ce qui ne veut pas dire que ça va forcément dégénérer en cellules précancéreuses et cancéreuses à ce moment-là. Euh, on peut tout à fait vivre en très bonne entente avec un HPV. On en a toutes, plus ou moins, en nous, des cellules de HPV. L'important, c'est que bah, normalement, dans 90% des cas, notre immunité est capable de maintenir ça au minimum. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez subi un choc, un divorce, une dépression nerveuse, une grande déception sentimentale ou quoi que ce soit de ce type-là? Là, alors là, en général, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter et votre immunité se casse la figure et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Donc, il faut en parler. Alors, ce HPV, il est responsable d'environ 31 500 cas de cancer tous les ans. Hein. Mais c'est bien pour ça que c'est tellement juteux pour l'industrie pharmaceutique, hein, évidemment. Sinon, ils ne seraient pas penchés là-dessus pour pondre un vaccin. Et donc, rien ne remplace la protection physique. Il ne faut pas oublier que, alors malheureusement c'est ça, mais c'est ce que j'étais un petit peu horrifiée quand j'ai entendu parler de garde d'asile. Quand ma gamine, elle était encore à l'école à l'époque et ils avaient organisé une sorte de vaccination gratuite pour toutes les filles du bahut, etc. Et moi j'ai dit, mais quand ces gosses vont être en état d'avoir des relations sexuelles, est-ce qu'ils vont encore se rappeler de l'importance de se protéger physiquement? Ben, parce qu'il n'y a pas que le HPV parmi les MST, c'est ça le truc, c'est qu'au moins avec une capote, ben, on a une action assez qui couvre l'ensemble normalement des MST, hein. Bon, évidemment, il y a aussi que on peut tout à fait ne rien déclarer pendant très longtemps et à un moment donné, justement, ça apparaît tout doucement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les infections invisibles. Et c'est vrai que la pénétration n'est absolument pas requise pour la contamination. Le contact avec la peau suffit. Et donc, ça peut se déclarer n'importe quand, à n'importe quel âge, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, je connais quelqu'un, moi, qui a vécu le gros stress de devoir passer par
Bon, on ne lui a pas tranché son extrémité, mais ça l'a bien fait peur. On lui a raboté, ce qui est quand même pas super cool à vivre. Bon, même si c'est fait sous anesthésie générale, mais je veux dire, ouais, il faut que les hommes sachent quand même que eux aussi sont concernés. Non seulement ils peuvent contaminer plein de femmes, mais ils peuvent à un moment donné développer le cancer en question. Alors évidemment, quand il s'agit d'herpès génital, là, on est beaucoup plus prône à se faire traiter le plus vite possible. Mais il n'y a pas grande différence entre un herpès et un HPV, parce qu'ils ont quand même en commun le même virus, l'herpès zoster. Alors moi, je les traite exactement de la même façon. Il est tout à fait possible de les contracter par contact orogénital, mais si une personne est régulièrement sujette au bouton de fièvre, par exemple, qui est le virus 1, il y a des chances pour qu'elle ait développé des anticorps qui la protégeront des autres infections, telles que les herpès génitaux, causés par la même espèce de virus. Mais encore une fois, c'est un sujet sur lequel moi je m'étends beaucoup plus dans Aromasource Therapy, par exemple, qui est la formation dans laquelle je donne les moyens aux femmes de se débrouiller seules vis-à-vis de ça, de pas attendre de devoir rencontrer un toubib pour vérifier. Euh, la plupart des personnes qui sont atteintes d'herpès génital, près de 90% en fait, ne savent même pas qu'elles en souffrent. Il y a quand même 140 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans qui sont infectées par le VHS1, donc ce herpès 1 génital, principalement dans les Amériques, en Europe et en Pacifique occidental aussi. Mais donc, tout le monde peut développer ça, ne pas s'en douter, ne pas s'en méfier et le développer à un moment donné et tellement rien savoir sur le sujet que ça dégénère mal. Donc, il faut avoir des prédispositions qu'il faut connaître, hein. Les prédispositions de ce genre d'aggravation du virus, c'est déjà la prise régulière de médicaments. Le simple fait de ne pas régulièrement prendre de médicaments, c'est énorme. Et les problèmes de nutrition, ok. Une faiblesse immunitaire, ça c'est énorme. Beaucoup de porteurs sains contaminent des partenaires sexuels qui, eux, auront des symptômes. Si vous épousez un ex gentil organisateur du Club Med, il y a des chances pour que vous avez intérêt à le faire sacrément screener. Il faut aller le passer au tamis, hein, parce que en général, les JO, c'est connu, ils se trimballent tout. Tout ce qui traîne, ils l'ont récupéré, hein. Évidemment, quand on est amoureux, on ne pense pas à ce genre de choses, mais il faut y penser le plus tôt possible. Moi, à mon époque, moi, je sais, quand je suis arrivée aux États-Unis, on m'a testé pour le sida, par tous les bouts, par tous les trous. Euh, C'était l'obsession, il y a 30 ans. Euh, Maintenant, c'est vrai, je ne sais même pas si quelqu'un le fait encore, mais pourtant, il ne faut pas l'oublier. Et entre ça et toutes les autres MST, c'est des choses qui sont dangereuses, qui sont mortelles. C'est le cas de la chlamydia et de la gonorrhée, hein. En 2015, les taux des trois principales donc MST déclarables, donc chlamydia, gonorrhée et syphilis, ont atteint un niveau record parce que plus personne ne s'en méfie. Et pour vous donner une idée, il y a environ eu 1,5 million de cas de chlamydia déclarés aux States, qui représente le plus grand nombre de cas annuels de toute l'infection jamais signalée. En France, il y a des chiffres quand même aussi alarmants parce que les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 65% des diagnostics de chlamydia et 50% des diagnostics de gonorrhée en 2015. Je n'ai pas des chiffres plus récents, mais il n'y a pas de raison que ça change, hein. On sait qu'en général, toutes les formes de contamination augmentent et ont augmenté parce que, encore une fois, plus il y en a, plus il y en a. Voilà, c'est que il y a eu tellement de types de contamination ces dernières années que j'ose même pas imaginer l'impact que ça a eu sur la propagation d'un tas de trucs, hein. Et chez la femme, le chlamydia et la gonorrhée non diagnostiquées et non traitées, ça peut entraîner pas mal de problèmes. Il y a la salpingite, donc l'inflammation pelvienne aussi, et l'infertilité.
Et comme par hasard, on a un gros problème de fertilité aujourd'hui. L'infertilité dépasse la fertilité. Ok. Donc, c'est des pertes vaginales jaunes ouvertes, ou des traces de sang dans les urines. On a l'impression d'avoir des cystites à répétition, des douleurs évidemment à la pénétration, des saignements et des douleurs rectales aussi, des douleurs intenses qui coupent le souffle dans le bas-ventre. On ne peut plus respirer avec ça. Si les trompes sont touchées, on a très, très, très mal. Ok. Pour la trichonomase, ça c'est quelque chose que j'identifie assez souvent. J'en ai jamais eu, donc je sais pas. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que ça entraînait des démangeaisons, brûlures, rougeurs ou douleurs dans les parties génitales, inconfort à la miction, modification du volume des pertes vaginales qui peuvent être claires, blanches, jaunâtres, verdâtres. J'en ai déjà eu qui m'ont dit, mais à cette époque-là, j'avais aucun moyen d'identifier moi-même, donc j'ai pas été vérifiée, mais en y repensant après, il y a quelqu'un qui m'avait dit que son mari s'était plaint d'odeurs fortes là, que elle ne sentait même plus. L'ennui, c'est quand il y a des odeurs comme ça, en général, c'est significatif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se transmet et qui peut dégénérer. Alors, il y a des traitements classiques. Classiquement, l'herpès, bon, c'est de la cyclovir qu'il faut prendre, hein, c'est antiviral. Pour le HPV, il vous file la crème antivirale locale, la cautérisation par l'électricité, le froid, le scalpel. Pour la vaginite bactérienne, c'est des antibiotiques. Pour le trichomonas, c'est des antibiotiques. Pour le chlamydia aussi, c'est de la pénicilline. Le truc, c'est que en ce qui concerne, bon alors, ça marche très bien hein, pour le chlamydia, pour la trichomonase. Pour la vaginite bactérienne, en général, c'est pas la meilleure solution parce qu'elle est souvent sur une souche de candidose et à ce moment-là, les antibiotiques, ça fait que ça va revenir. Ça donne à manger à la candidose, donc ça entretient le problème. Pour le HPV, euh, c'est important qu'il y ait vraiment un suivi, mais le plus difficile, c'est de réussir à ce que quelqu'un accepte de reconnaître que effectivement vous avez ça. Disons que les labos, ils ont on appelle ça, des graduations de gravité. Et en fait, si vous n'avez pas de présence de cellules de HPV, disons que s'il vous en faut au-dessus de 5 sur 10 pour que ça soit déclaré un problème, vous pouvez en avoir 4 et ce n'est pas un problème. Mais vous pouvez déjà le sentir à 4, mais parce que c'est que à 4, on ne va pas le prendre en considération. Par contre, au bout de 3 mois, vous serez à 5. Et là, comme on vous a dit que vous n'aviez rien, vous ne vous méfiez pas. Vous n'allez pas forcément chez les gynécos tous les 2-3 mois. Et c'est peut-être pas forcément évident non plus d'avoir un rendez-vous aussi fréquemment. Et c'est là que vous arrivez trop tard. Et c'est là qu'on vous dit, ah, vous avez un niveau 3 de cellules cancéreuses du col. Donc, c'est important d'avoir d'autres solutions sous la main et d'avoir de quoi agir et savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a vraiment des grosses zones d'ombre. OK? L'épidémie d'MST grossit. Alors, malgré qu'il y ait tout ça de mis au point, il y a quand même tellement de choses qui sont à disposition, qui sont mises à disposition aux médecins et qui sont disponibles donc en milieu hospitalier, etc. Et malgré tout, d'ailleurs c'est pareil avec le cancer du sein et tous les autres cancers, je veux dire, il n'y a rien qui régresse, hein, ça continue à augmenter. Donc pareil pour toutes les épidémies d'MST. La gonorrhée, elle, le problème, c'est qu'elle résiste de plus en plus aux antibiotiques. Voilà. La chlamydia aussi, elle résiste de plus en plus. En fait, il y a des résistances microbiennes de plus en plus fréquentes. C'est de plus en plus généralisé. À la limite, bon, un HPV, c'est autre chose, c'est un virus. Mais la gonorrhée et la chlamydia, c'est une bactérie, hein. Alors là, ça résiste et vous avez de plus en plus de problèmes pour que ça s'élimine.
Le HPV, il peut rester dans le corps en sourdine très longtemps. C'est pas grave, ça. Je veux dire, on peut vivre avec des trucs comme ça. Et c'est normal, on peut vivre en bonne intelligence avec un cancer, ok? Tant qu'il reste là où il est, qu'il bouge plus. Mais avoir ça dans le corps et que ça réclame que l'immunité le maintienne en sourdine, ça demande un effort. Mais c'est le même principe avec tout ce qui va déclencher, enfin tout ce qui est source de déclenchement. C'est-à-dire que en général, ce type d'infection, vous y êtes prédisposé parce que vous avez des traumas sexuels, ou parce que vous avez subi n'importe quel type de trauma avant, ou parce que vous avez X faiblesse, vulnérabilité qu'on a tellement, nous, les femmes. Rien qu'avec chaque variation hormonale, on a une chute d'immunité qui est propice au développement de ces trucs-là. Et le truc, c'est qu'il faut pouvoir agir tous les jours, à la limite, contre ça. Vous ne pouvez pas attendre que vos vulnérabilités fassent casser le barrage et que tout arrive. C'est normal que notre immunité soit monopolisée souvent, à la limite. Bon, c'est pas top, mais enfin, aujourd'hui, c'est normal. On est entouré tellement de toxines et tellement de stress. Euh, L'important, c'est que le stress fasse pas trop chuter l'immunité. L'important, c'est que on puisse travailler sur nos traumas aussi. L'important, c'est que on puisse donner à notre corps ce qu'il lui faut pour se défendre correctement, hein. Mais une MST, ça rend beaucoup plus vulnérable et susceptible d'en développer d'autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plein de cas d'infection qui n'affichent pas de symptômes très visibles. Et puis, il y a beaucoup de femmes, surtout, qui sont tellement habituées à subir ça. Ça fait partie de leur quotidien. Elles sont incapables de, quand elles vont voir un gynéco, de leur dire ah bah oui, mais j'ai ça. Moi, je me rappelle que fut un temps, bien avant que je sache tout ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que j'étais niaise, mon Dieu, aussi à l'époque, je me rends compte, mais au tout début, que j'avais vraiment des gros problèmes, enfin, après mon premier accouchement, j'avais pas mal de problèmes d'infection typiquement fongiques. Et je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui clochait. Plusieurs fois, je suis allée voir le gynéco en lui disant, j'ai mal là. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui me disait. Bon. Et du coup, comme il n'y avait rien, bon, on ne me faisait rien. Et du coup, je continuais à avoir mal. Bof, si j'étais là aujourd'hui, enfin, si ça m'arrivait aujourd'hui, waouh, ben d'abord, ça peut plus m'arriver parce que j'ai les moyens d'agir sans avoir besoin d'aller chez le gynéco, mais c'est quand même assez révoltant. Bref, il faut savoir que la plupart des infections réapparaissent après les traitements, en particulier le HPV. Donc, c'est important d'avoir des réflexes, des bons réflexes qui peuvent sauver, du coup. Alors, bon, il y en a plein qui, je veux dire, moi, c'est clair que ça fait 30 ans que je suis mariée, je ne veux pas réclamer de mettre une capote avec mon mari, etc. Bon. Maintenant, il voyage beaucoup, il n'y a rien qui m'assure que, bon, il ne faut pas qu'il m'entende dire ça, mais je lui fais quand même confiance. Et puis bon, il sait qu'il n'a pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Si je disparais, il meurt le lendemain, c'est tout de suite. Euh, non, mais il faut quand même toujours avoir les moyens de vérifier, ok? Ce genre d'infection, ça touche bien sûr les couples mariés qui n'ont pas de raison de continuer à se protéger et qui peuvent tout à fait s'auto-contaminer et se recontaminer mutuellement, si ce n'est évidemment de contaminer d'autres partenaires. Et puis, encore pire, s'ils ont des petites filles et qu'ils font des machines en mélangeant tout le linge, ben, ils les contaminent et ils s'en doutent même pas. Alors, nous, les femmes, sommes celles qui avons le moins de symptômes très marqués. On peut les attribuer à tellement de choses et ça va, ça vient, quoi. Alors, il faut vraiment être capable de
d'agir au moindre doute avec des outils qui agissent à la fois sur les bactéries et sur les virus. Et là, justement, la beauté des huiles essentielles, c'est qu'on peut tranquillement s'administrer un traitement antibiotique ou antiviral, ou les deux sans se faire de mal, même si on n'en avait pas besoin. C'est pas la mort. Avec des huiles, bon, bah, on n'avait rien au niveau viral, on s'en fout, c'est pas grave. Ça va pas nous, ça va avoir aucune conséquence. Donc, surtout, on peut faire ça sans avoir besoin d'une confirmation suite à des analyses. C'est ça qui est bien. On n'a pas besoin d'abord, on n'a pas besoin de devoir prendre rendez-vous, devoir se faire un frottis, devoir faire face à des analyses et d'avoir à attendre le résultat des analyses pour agir. On peut agir, nous, dès qu'on a le moindre doute, n'importe quand, et ça n'a pas de conséquences. Donc, il faut savoir se traiter localement avec un mélange d'huile à large spectre pendant au moins 2 semaines. Et puis, on peut toujours faire des analyses pour vérifier au bout de 3 semaines qu'effectivement, il n'y a rien, ou alors quand les symptômes ont complètement disparu. Ou alors, on peut tout simplement, bon, bah, le temps qu'on ait un rendez-vous et que, etc., on a largement le temps de se traiter et utiliser le rendez-vous pour faire un contrôle. OK? Mais il faut surtout prendre aussi en considération ce qui va freiner toute forme de guérison, c'est-à-dire l'état nerveux, l'état de stress, hein. Il faut vraiment agir dessus. Et puis, évidemment, notre équilibre hormonal. C'est clair que quand on est en pleine préménopause, on cumule en termes de stress et en termes de variation hormonale, et ça crée tellement de prédispositions. Alors, c'est pour ça que de ce côté-là, il y a des huiles essentielles qui vont agir à tous les niveaux. Bon, évidemment, on a le sacro-saint arbre à thé qui, bon, lui, il n'a aucun intérêt en dehors de agir très localement sur ce qui est candidosique. La cannelle à très petite dose, ça, vous ne jouez pas avec ça les filles, vous ne faites pas les andouilles, vous ne mettez pas de la cannelle juste parce que je vous en ai parlé, je vous le dis à titre d'information. Ça, on ne joue pas avec. Il faut demander à quelqu'un qui vous fasse, par exemple moi, ou si vous connaissez quelqu'un qui sait utiliser ces huiles-là pour ce type de truc, parce que ça va, il faut connaître, il faut pouvoir doser correctement à très petite dose et sur la bonne longueur de temps. Donc, il y a la cannelle, il y a le cèdre de l'Atlas, il y a l'épinette noire, il y a le palmarosa, il y a le géranium. Bon, le géranium, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser autant qu'on veut, comme on veut. Ça ne mange pas de pain. Alors, je vous donne un exemple de traitement pour assainir et traiter. Ça, c'est un bon plan. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'occuper de quelqu'un qui était tellement loin. Elle m'a dit quoi, 4 heures de route du prochain gynéco, quand même, hein. C'est pas évident, hein, d'aller voir un gynéco dans ces cas-là. Donc, c'est bien d'avoir sous la main quelque chose qui peut remplacer n'importe quel traitement antibio et au bout d'une semaine de prise de ce truc-là, de voir si effectivement il y a une belle différence ou pas. C'est à utiliser en cas de doute, à titre préventif. Si on n'avait pas vraiment besoin, au moins vous aurez profité des propriétés de cette synergie-là. Donc, rien à perdre. Et puis, vous faites le cadeau de profiter de ce mélange en massage sur le ventre, matin et soir, pendant 2 ou 3 semaines. En général, ça change tout. Donc là, c'est avec de l'arbre à thé, de la cannelle, du cèdre de l'Atlas, de l'épinette noire, du palmarosa dans 20 millilitres de base. Ça n'a rien à voir avec des dilutions que j'ai déjà vues absolument hallucinantes où il y avait, donc j'en ai parlé l'autre jour, quelle horreur, 120 gouttes dans 10 millilitres d'huile. Ici, vous vous rendez compte, on a 8 dans 13, 18, bon, on a 20 gouttes en tout dans 20 millilitres. Rien à voir, ok? Avec certaines dilutions qu'on pourrait vous faire, c'est hors de question que vous utilisiez quelque chose qui contient plus de 100 gouttes dans 10 millilitres. Ok, rien d'y penser. Donc, se protéger de l'HPV. Alors ça, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment tout un programme, tout un poème, j'ai envie de dire. Parce que, encore une fois, vous pouvez avoir été contaminé sans le savoir et même guéri sans le savoir, hein. Et vous pouvez avoir contaminé quelqu'un. Donc, il faut pouvoir se tester.
régulièrement vous-même, vous tester vous-même et agir vous-même. Vous allez me dire, c'est pas possible. Eh bien, si. Hein, ça, c'est pour ça, c'est ce que je vous explique dans l'aromasource-thérapie. C'est une méthode vraiment qui permet d'aller identifier les huiles dont vous avez le plus besoin à ce moment-là. Et c'est souvent cette identification-là qui vous met la puce à l'oreille et qui vous fait comprendre que vous avez quelque chose à soigner là. C'est pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin de comprendre que vous avez quelque chose qui cloche. C'est l'identification de vos huiles une identification quantique qui va vous faire comprendre que, ah, si j'ai identifié cette huile-là, ça veut dire que j'ai ça. D'accord? Et c'est l'identification de cette ou de ces huiles qui va vous dire, il faut que je fasse ça. Et qui va vous dire combien de temps aussi il faut que vous le fassiez. OK? Il y aura toujours des femmes qui sont incapables ou non désireuses de se prendre en main pour plus être malades. Mais il y en a quand même plein qui veulent le faire et qui veulent le faire sans avoir besoin de se plonger dans tout un cours, qui n'ont pas besoin d'aller se donner du mal. Il y en a plein qui n'ont pas le temps ni l'énergie de se donner du mal à apprendre quelque chose. Avec cette méthode-là, c'est pas utile du tout. Il n'y a pas besoin d'apprendre un tas de trucs. Vraiment pas. Et surtout, il n'y a pas besoin de se limiter à la formule toute prête de quelqu'un. Moi, tout à l'heure, je vous en ai donné une parce qu'il y en a qui ont besoin d'avoir sous la main quelque chose comme ça pour au cas où, peut-être maintenant, mais idéalement, il faut avoir recours à quelque chose qui vous permette de faire du sur-mesure. Et c'est ce que vous pouvez faire avec Aromasource Therapy. Non, je vous parlerai la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà. Il faut que vous puissiez sortir de la meute des stressés qui n'ont pas le temps de s'y mettre. Et il faut que vous passiez à la case de la facilité et de la rapidité. Hein. Il faut que vous puissiez agir sur vous tous les jours sans y penser. Je vous en parlerai donc la semaine prochaine. Euh, et je vous donnerai les moyens d'ailleurs enfin, je vous donnerai des facilités d'accès à cette formation la semaine prochaine. Bon, c'est pas difficile tout ça et Thérapie rend toute l'approche archi simple et parce que il faut que vous puissiez avoir accès à quelque chose d'efficace pour vous protéger. D'accord? Bon, j'espère que vous avez compris quelque chose et que ça va vous aider. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Et même que je vous ai fait fuir là pendant que j'ai raconté tout ça. Ça va. Et alors, en ce qui dit, c'est toujours assez difficile de convaincre un homme de porter cette fameuse protection. Ah bah oui. Hein. Mais parce qu'on leur fait pas assez peur aux gosses. On leur dit, ah, mais c'est pas grave, vous pouvez vous faire vacciner, c'est bon. Ça, c'est un truc qui m'a fait hurler quand c'est sorti, ça. Ok. Bon, bah c'est bien, il n'y a pas de questions, c'est cool, ça. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était archi clair. Vous êtes encore en train de processer ce que je viens de vous dire. Si, non? Bon, eh ben, ah si, quand même. Marie-Estrid qui me demande si le Gardénella, ça se soigne facilement. C'est pas de savoir si ça se soigne facilement qui est important. C'est comment éviter que ça se développe. Bah, tous ces trucs-là, ça se soigne à coup d'antibio. Mais l'ennui, c'est qu'on a de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Donc, il faut faire en sorte que, un, vous résistiez pas aux antibiotiques et que vous n'en ayez pas besoin, surtout. C'est ça le plus important. Ah ouais, en France, une petite qui va chez le gynéco d'office, on lui fait le vaccin. Ça, c'est quand même sympa, ça. Et le truc, c'est que plus on a de vaccins, ben, plus on a une immunité douteuse. Il vaut mieux garder les vaccins pour, enfin, si on peut, pour que ça peut pas être remplacé. Non. Ouais.
Bon, bah c'est bien. Où ça va, où je vous ai terrorisé, où je vous ai cloué le bec. C'est bon? C'était clair? Ils ont compris. Bon, bah, c'est bien. Merci Christine. Bon, et bah les filles, si c'était clair et tout, elles sont fatiguées, hein, Claire. Bah oui, c'est pour ça. Bah écoutez, oui, il y a Marcel qui dit c'est affolant les personnes qui lavent leur linge dans les laveries automatiques. Eh bah c'est comme ça que on chope un tas de trucs. Ouais. Mon fils, il vient d'arriver à Paris. Il est dans une CTU où ils ont partagé une machine à laver et il s'est chopé le staphylocoque doré de quelqu'un. Yes. Ah, Florence qui me dit comment limiter ou stopper le développement de HPV. Bah, c'est ce que je viens d'expliquer. Enfin, ah bah, il y a des huiles essentielles pour ça, hein. Il faut se mettre des huiles tous les jours. Quand on a été opéré, c'est le même principe. Il faut utiliser tous les jours des huiles qui vont soutenir l'immunité au bon endroit pour ça. Et j'explique tout ça dans Aromasothérapie. Ouais. Ok, mesdames. Bon, bah, je vous en parlerai la semaine prochaine. D'ici là, vous avez le replay, je m'en occupe. Hein. Et si vous avez bobo de ce côté-là, surtout contactez-moi. Allez pas bidouiller quelque chose de bizarre dans votre coin. Ça se fait pas n'importe comment. Ok? Ciao à toutes. Passez une bonne nuit.